Une courbe s'effondre, tandis qu'une autre grimpe et le pays vacille. Depuis le changement de cap, la logique devient visible, plus de 28 bataillons déployés pour reprendre les zones instables, une violence annoncée en baisse de 65% à Gabou, et des rendements agricoles en hausse de 30% là où l'eau et les semences reviennent. Que doit retenir concrètement le public qui suit Ibrahim Traoré ? Ce retournement ne ressemble pas à un miracle, il tient à une chaîne répétée, sécurisée juste assez, laisser les civils réintégrer, puis voir marché, classes et dispensaires reprendre par fragments jusqu'à créer une confiance mesurable. Cette analyse avance une promesse claire mais prudente, comprendre le mécanisme réel derrière une stabilisation encore fragile sans la transformer en récit héroïque. L'enjeu n'est pas de démontrer qu'un pays est sauvé, mais d'expliquer comment une dynamique locale parvient, pour l'instant, à tenir. Ce cadre apporte un bénéfice concret au lecteur. Saisir en quelques repères précis pourquoi certaines communautés reviennent, pourquoi des marchés rouvrent et pourquoi ces signes restent réversibles. Le risque central apparaît immédiatement. Si la sécurité minimale cesse, si l'agriculture rechute ou si la cohésion locale se fissure, la trajectoire peut se rompre rapidement. A l'inverse, si ces trois éléments restent alignés, même imparfaitement, une stabilité relative peut s'ancrer dans le quotidien. Le Burkina Faso se situe exactement dans cet entre-deux. Chaque progrès observable porte en lui sa propre vulnérabilité. Comprendre cette tension, plutôt que chercher des certitudes, permet de lire les Burkina Faso News avec un regard plus structuré et moins émotionnel. Deux faits suffisent à modifier la lecture générale. Après 2022, plus de 28 bataillons ont été déployés dans les zones les plus instables et, presque simultanément, des communautés que l'on croyait durablement dispersées ont commencé à revenir, par étapes, sans injonction directe. Ce rapprochement entre un chiffre militaire et un comportement civil constitue le premier révélateur de la dynamique actuelle, car il montre que la stabilisation ne s'arrête pas à la présence armée. Pour comprendre pourquoi ce basculement surprend, il faut revenir brièvement au contexte antérieur. Avant 2022, une large partie du nord et du centre du Burkina Faso vivait dans une discontinuité permanente. Les routes étaient coupées, les écoles fermées, les puits endommagés, et l'État apparaissait de manière sporadique, souvent trop tard. Cette absence répétée avait produit un réflexe collectif de retrait. Les familles partaient dès que la pression montait, laissant derrière elles des villages vidés de leurs fonctions essentielles. La guerre avait imposé un rythme d'interruptions successives. La nouveauté introduite sous Ibrahim Traoré ne tient pas à une victoire décisive, mais à une continuité inhabituelle. Les unités déployées n'ont pas seulement mené des opérations ponctuelles, elles ont maintenu une présence suffisante pour créer des fenêtres de normalité. Dans ces interstices, des équipes civiles, des volontaires communautaires et des agriculteurs ont commencé à agir. La réouverture d'un puits précède celle d'un marché. Le retour d'un enseignant précède la stabilisation d'une classe. Chaque geste reste limité, mais leur enchaînement change la perception du risque. Ce mini-révélateur éclaire la suite. La reconstruction observée n'est pas imposée d'en haut. Elle s'enclenche lorsque les habitants perçoivent que les interruptions ne sont plus immédiates. La question centrale devient alors moins qui contrôle le territoire que combien de temps la normalité peut-elle durer. C'est dans cette durée encore courte mais répétée que se loge le cœur du retournement actuel. Pour mesurer l'impact réel des premières décisions, il faut quitter les indicateurs globaux et suivre un personnage discret, presque interchangeable, qui incarne pourtant la transformation en cours. Il peut s'agir d'un agriculteur, revenu dans un village du centre, ou d'une enseignante qui accepte de rouvrir une classe après des mois d'exil. Leur rôle n'est pas symbolique. Ils servent de capteurs très sensibles. Si eux reviennent, c'est que le risque perçu a légèrement changé. Dans un village du centre, un agriculteur raconte que la première différence n'a pas été l'arrêt total des attaques, mais la réparation du puits. L'eau revenue a permis aux familles de rester plusieurs jours d'affilée, puis de relancer des cultures de base. Ce n'est qu'ensuite que le marché hebdomadaire a repris timidement avec quelques vendeurs repartant avant la tombée de la nuit. Cette séquence courte révèle une logique précise. Sans ressources vitales, aucun retour durable n'est possible, même sous protection.
Ailleurs, dans une localité du Nord, une enseignante décrit son retour comme un test. Le premier jour, 10 enfants seulement sont présents. Aucun discours, aucune cérémonie. Juste des cahiers sortis en silence. Pourtant, cette scène minimale produit un effet immédiat. Les parents commencent à réorganiser leur journée, les familles hésitantes prolongent leur séjour et la classe devient un point d'ancrage. La sécurité n'est pas totale, mais elle est suffisante pour projeter un lendemain proche. Ces personnages guides montrent que l'impact précoce de la stabilisation ne se mesure pas par des annonces nationales. Il se lie dans des décisions individuelles répétées qui transforment une survie précaire en routine fragile mais fonctionnelle. Le « so what » tient en quelques mots, quand les gestes ordinaires redeviennent possibles, la reconstruction commence vraiment. Avant 2022, la chronologie semblait figée dans une descente continue. Chaque semaine confirmait l'érosion progressive des régions rurales, où les déplacements forcés, la fermeture des écoles et l'abandon des routes composaient une spirale difficile à inverser. Après le changement de direction, la séquence se réorganise autour d'une logique différente, plus opérationnelle que déclarative, qui sert de fil conducteur à l'ensemble du redressement engagé sous Ibrahim Traoré. La phase d'activation commence par un déploiement ciblé, rapide mais non spectaculaire. Les unités mobiles ne cherchent pas une reconquête totale. Elles se concentrent sur les points les plus vulnérables, là où l'interruption permanente empêchait toute présence civile. Les villages du nord et du centre perçoivent d'abord ce changement de manière indirecte. Les routes restent risquées, mais certaines deviennent praticables par contournement. Les convois circulent à nouveau, d'abord de façon irrégulière, puis avec une constance prudente. L'État ne gagne pas immédiatement en visibilité, mais il cesse de disparaître complètement. Très vite, une deuxième couche s'ajoute. Les postes de contrôle, auparavant désertés dès la tombée du jour, sont réinvestis par des équipes mixtes, combinant forces de sécurité et agents civils. Cette présence crée un espace minimal de prévisibilité. Les habitants sortent plus longtemps, reviennent pour quelques jours, puis prolongent leur séjour. Les retours ne sont jamais massifs. Ils s'effectuent par vagues modestes mais régulières. Chaque famille, qui reste quelques jours de plus, renforce l'idée que la rupture n'est plus immédiate. Le point culminant de cette séquence apparaît avec la réouverture de marchés clés dans plusieurs localités du centre. Au départ, les vendeurs viennent avec réticence. Ils installent leurs étals, vendent rapidement et repartent avant le soir. Pourtant, cette circulation répétée signale un changement profond. Les réparateurs de motos réapparaissent, les commerçants ambulants suivent, la vie économique ne revient pas d'un bloc, mais par fragments qui se répondent. La présence simultanée de plusieurs activités confirme que la stabilisation commence à produire des effets au-delà de la seule sécurité. À partir de ce moment, la dynamique bascule vers une phase de consolidation. Les corridors humanitaires, initialement conçus pour sécuriser les déplacements des familles, se transforment progressivement en axes de circulation économique. Des produits agricoles empruntent ces routes en sens inverse, des villages vers les centres urbains. Pour la première fois depuis des années, un flux régulier remonte vers les villes. Ce mouvement montre que la reconstruction ne relève plus seulement d'une intention administrative, mais d'une réalité fonctionnelle. Les résonances de cette phase se lisent dans le quotidien. Les écoles rouvrent avec peu d'élèves, mais avec continuité. Les dispensaires reprennent leurs activités avec des moyens limités, mais sans interruption prolongée. Des équipes de médiation civile apparaissent pour résoudre les tensions liées au retour simultané de familles. Là où la peur dominait, une normalité prudente s'installe. La séquence complète révèle une structure claire. Activation ciblée, point de bascule économique, puis enracinement progressif. Le redressement ne procède pas d'un choc unique, mais d'une accumulation d'actes qui, répétés, finissent par modifier le rythme de vie. L'analyse chiffrée commence par un point de départ clair, indispensable pour éviter toute lecture impressionniste. Avant le lancement des premières actions coordonnées, une majorité des zones du nord et du centre restaient hors contrôle effectif pendant des périodes prolongées. Les attaques armées étaient récurrentes, les déplacements de population fréquents et l'activité économique quasi inexistante. Cette situation constitue la baseline, le niveau initial à partir duquel toute évolution mesurable doit être évaluée. Le premier indicateur de rupture concerne le déploiement opérationnel. 28 bataillons ont été engagés après 2022
pour reprendre et maintenir des points stratégiques dans les zones les plus instables. Dans un contexte où la présence de l'État était auparavant discontinue, ce chiffre ne renvoie pas seulement à une capacité militaire. Il mesure surtout la possibilité d'assurer une présence régulière, condition minimale pour que d'autres acteurs puissent intervenir sans interruption constante. Autrement dit, ce déploiement crée le temps nécessaire à l'action civile. Le deuxième indicateur porte sur la sécurité effective. Une baisse de 65% de la violence dans la région de Gabou est observée après la mise en place progressive des dispositifs de stabilisation. Ce pourcentage ne signifie pas la disparition totale des menaces. Il indique cependant une rupture nette avec le cycle antérieur, marqué par des attaques imprévisibles et répétées. Cette diminution modifie le comportement des habitants. Là où les déplacements étaient évités, ils deviennent possibles. Là où la nuit imposait un repli strict, certaines activités se prolongent. Le troisième indicateur concerne directement les moyens de subsistance. Dans les zones sécurisées, une hausse de 30% des rendements agricoles est constatée. Cette progression reflète un effet combiné, le retour de l'eau grâce à la réparation des puits, la distribution de semences et la possibilité de cultiver sans interruption prolongée permettent une reprise mesurable de la production. Ce chiffre ne décrit pas une prospérité soudaine, il signale une sortie partielle de la survie agricole vers une production plus stable. Pris isolément, ces trois indicateurs resteraient insuffisants. Leur intérêt réside dans leur convergence. Là où les bataillons assurent une présence continue, la violence recule. Là où la violence diminue durablement, l'agriculture reprend. Là où la production agricole progresse, les familles reviennent et s'installent le plus longtemps. Chaque donnée renforce la suivante, créant une chaîne de causalité observable plutôt qu'un simple alignement statistique. Cette lecture permet également d'identifier les limites. Une amélioration chiffrée ne garantit pas une stabilité définitive. Les zones non couvertes par ces dispositifs restent vulnérables. Les rendements agricoles demeurent sensibles aux aléas climatiques. Néanmoins, les chiffres créent un seuil de confiance. Ils montrent que la trajectoire peut évoluer positivement lorsque plusieurs leviers agissent simultanément. Au final, la logique baseline delta révèle un principe central. Les progrès visibles ne résultent pas d'un événement unique, mais d'ajustements cohérents et répétés. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette accumulation mesurable transforme une dynamique de dégradation continue en un mouvement de redressement encore fragile, mais objectivement vérifiable. Deux interprétations solides s'opposent lorsqu'on analyse la trajectoire récente du Burkina Faso, et les comprendre toutes deux permet d'éviter une lecture simpliste. La première lecture, critique, considère que les progrès observés restent fondamentalement fragiles. Selon cette position, la stabilisation repose encore trop fortement sur une architecture sécuritaire intensive. Les déploiements prolongés sollicitent fortement les unités engagées, tandis que certaines zones demeurent hors d'atteinte durable. Les sceptiques soulignent aussi la lenteur de la réinstallation institutionnelle, administration locale incomplète, services publics partiels, dépendance à des mécanismes d'urgence. Dans cette optique, la baisse de la violence et la reprise agricole pourraient masquer des tensions latentes, prêtes à réapparaître dès que la pression sécuritaire se relâche. La seconde lecture adopte un angle inverse, sans pour autant nier les risques. Elle affirme que la stabilisation observée ne tient pas principalement à la force, mais à la synchronisation entre sécurité minimale et réintégration civile. Les partisans de cette analyse mettent en avant des faits difficilement imposables par la contrainte, le retour progressif des familles, la réouverture des marchés, la reprise des classes, l'émergence de mécanismes communautaires d'entraide, d'Artnou Yed. Pour eux, ces dynamiques indiquent qu'un socle interne est en train de se former. La sécurité n'est plus une fin, mais un déclencheur. Une fois l'interruption permanente levée, même partiellement, les communautés réactivent leurs propres ressources. La réponse la plus rigoureuse consiste à confronter ces deux lectures aux données disponibles. Les indicateurs quantitatifs montrent une amélioration réelle mais inégale. Certaines régions bénéficient d'une baisse durable de la violence et d'une reprise économique mesurable. D'autres
restent exposés à des chocs soudains. Les critiques ont donc raison de souligner la vulnérabilité structurelle. Cependant, l'argument communautaire trouve un appui concret dans les observations de terrain. Aucune force armée ne peut forcer durablement un agriculteur à cultiver, un enseignant à revenir ou une famille à se réinstaller. Ces décisions traduisent un changement de perception du risque. La synthèse la plus solide reconnaît que les deux dynamiques coexistent. La trajectoire engagée sous Ibrahim Traoré n'est ni un redressement garanti, ni une illusion passagère. Elle repose sur une interaction continue entre sécurisation et reconstruction, dont les résultats sont visibles mais encore sensibles aux perturbations. Comprendre cette tension permet d'évaluer les progrès sans les exagérer et les risques sans les absolutiser. Ce point médian marque un changement de nature plus que de rythme. Jusqu'ici, la stabilisation pouvait encore être lue comme une série d'actions coordonnées venues de l'extérieur. À ce stade, elle commence à fonctionner selon une logique interne, portée par les acteurs locaux eux-mêmes. Les zones sécurisées ne se contentent plus de tenir. Elles génèrent leur propre routine. Les marchés ne rouvrent plus seulement par opportunité, mais par habitude. Les classes ne reprennent plus à titre d'essai, mais selon un calendrier régulier. Cette continuité transforme la perception du risque, non par discours, mais par répétition. Sous Ibrahim Traoré, ce glissement n'a pas été annoncé comme un tournant officiel. Il s'est manifesté dans des détails cumulés. Les corridors humanitaires, initialement pensés pour protéger des déplacements ponctuels, deviennent des axes de circulation commerciale. Les agriculteurs planifient leurs semis sur plusieurs semaines, non plus sur quelques jours. Les commerçants stockent davantage, acceptant une exposition légèrement plus longue. Ces décisions indiquent que la société locale anticipe désormais un lendemain proche, même imparfait. La révélation centrale est là. La reconstruction n'est plus seulement soutenue, elle commence à s'auto-entretenir. La sécurité reste indispensable, mais elle n'est plus l'unique moteur. Les communautés produisent une part croissante de la dynamique. Ce déplacement est décisif car il rend la trajectoire moins dépendante d'un effort constant et plus sensible à la cohésion interne. La question qui s'ouvre alors est simple. Cette autonomie naissante peut-elle résister au prochain choc ? Les effets du redressement deviennent lisibles dès que l'on observe séparément les groupes directement concernés sans chercher une amélioration uniforme. Pour les habitants, NN, le changement se manifeste d'abord dans la vie quotidienne. Les retours se font par étapes. Une visite courte, puis un séjour prolongé, enfin une réinstallation. La possibilité d'aller chercher de l'eau sans escorte, de rester au marché après la mi-journée ou de laisser les enfants marcher ensemble vers l'école constitue un seuil psychologique décisif. Ces gestes ordinaires signalent que la peur cesse d'organiser chaque décision. Là où la violence a reculé durablement, cette normalité prudente s'installe plus vite. Du côté des dynamiques économiques, DN, l'impact apparaît avec un léger décalage. Les marchés rouvrent d'abord un jour par semaine, puis 2, parfois 3. Les réparateurs de motos, les vendeurs ambulants et les petits commerçants réapparaissent dès que la circulation devient prévisible. La hausse des rendements agricoles observée dans certaines zones sécurisées ne signifie pas une prospérité immédiate, mais elle alimente un flux nouveau. Les produits quittent à nouveau les villages pour rejoindre les centres urbains. Cette circulation, encore fragile, confirme que l'économie locale recommence à fonctionner comme un système plutôt qu'une somme d'initiatives isolées. Pour les structures sociales et éducatives, ND, les conséquences se lisent dans la continuité. Les écoles rouvrent avec des effectifs réduits, mais sans interruption répétée. Les dispensaires reprennent leurs activités essentielles, parfois avec peu de personnel, mais de manière régulière. Les médiateurs civils interviennent pour résoudre les conflits liés au retour simultané de familles ou aux terres. Ces mécanismes ne produisent pas de chiffres spectaculaires, mais ils restaurent des routines collectives. La cohésion sociale progresse lorsque les institutions locales cessent d'apparaître puis de disparaître. Enfin, les zones frontalières et régionales KV ressentent un effet plus stratégique. Les routes sécurisées améliorent le contrôle des flux et réduisent les passages incontrôlés qui fragilisaient les communautés voisines. Certaines localités frontalières retrouvent un rôle de carrefour commercial, notamment pour les échanges agricoles.
Bien que les menaces persistent, la stabilisation interne renforce la capacité du pays à organiser ses frontières plutôt qu'à les subir. L'ensemble de ces impacts montre que la transformation engagée sous Ibrahim Traoré ne se diffuse pas de manière uniforme, mais par couches successives. Chaque groupe avance à son rythme, mais tous contribuent à un même mouvement de réinstallation progressive. La reconstruction n'est pas totale, ni irréversible, mais elle produit désormais des effets concrets pour des acteurs multiples, au-delà du seul cadre sécuritaire. Pour projeter la trajectoire à court terme, il est utile de raisonner en scénario plutôt qu'en prédiction. Cette approche permet de cadrer les directions possibles sans figer l'avenir. Le scénario de base repose sur la continuité prudente des dynamiques actuelles. Si la sécurité minimale est maintenue et que les communautés conservent leur routine, les zones déjà stabilisées devraient progresser lentement mais régulièrement. Les marchés resteraient actifs à un rythme hebdomadaire. Les écoles poursuivraient leurs cours avec des effectifs limités et l'agriculture continuerait d'assurer une subsistance stable. Les poches de tension persisteraient, obligeant à des ajustements ponctuels mais sans rupture générale. Dans un scénario optimiste, plusieurs leviers s'alignent favorablement. La coordination locale s'améliore, les coopératives agricoles gagnent en organisation, et les corridors sécurisés attirent davantage de flux commerciaux. Les marchés s'étendent sur plusieurs jours, les échanges régionaux se densifient, et les infrastructures réparées commencent à produire des effets cumulatifs. Les services sociaux renforcent leur présence, ce qui réduit les déplacements forcés et améliore la cohésion. Dans cette configuration, la stabilisation devient un accélérateur de développement local, non par annonce, mais par la multiplication de signaux cohérents. Le scénario difficile envisage au contraire un ralentissement. Des chocs extérieurs, climatiques, sécuritaires ou logistiques, viennent fragiliser les acquis. Les rendements agricoles stagnent, certains marchés deviennent irréguliers et les familles récemment revenues hésitent à rester. La trajectoire ne replonge pas dans le chaos initial, mais une incertitude diffuse s'installe. Les communautés conservent des mécanismes de survie, mais la reconstruction perd en rythme et en lisibilité. Une recommandation de méthode s'impose alors. Si l'on veut évaluer correctement l'évolution réelle, alors il faut observer les signaux faibles plutôt que les ruptures spectaculaires. La régularité des marchés, la continuité des classes, le fonctionnement des puits et la stabilité des coopératives offrent des indicateurs plus fiables que les annonces ponctuelles. Ce sont ces détails répétés qui détermineront si la trajectoire actuelle s'ancre durablement ou reste vulnérable au prochain choc. Pour le public qui observe cette trajectoire à distance, les effets se lisent selon 3 angles complémentaires, chacun éclairant une facette différente du redressement en cours. Le premier angle, humain, concerne ceux qui s'attachent avant tout aux conditions de vie. Ils perçoivent le retour progressif des routines comme un indicateur clé. Des familles qui cessent de se déplacer en urgence, des enfants qui retrouvent un rythme scolaire, des marchés qui deviennent des lieux de rencontre plutôt que de passage rapide. Pour ce groupe, la transformation n'est crédible que si ces gestes ordinaires se répètent sans interruption majeure. Le deuxième angle est économique. Il intéresse ceux qui scrutent la capacité d'un territoire à redevenir productif. La reprise agricole, même partielle, la circulation retrouvée des produits et la réapparition de petits métiers constituent des signaux structurants. Ce public s'interroge moins sur les annonces que sur la continuité. Les marchés restent-ils actifs plusieurs semaines de suite? Les coopératives tiennent-elles une saison entière? La stabilité se mesure ici dans la durée, non dans l'intensité ponctuelle. Le troisième angle touche aux questions de gouvernance et de cohésion. Certains observateurs voient dans les mécanismes communautaires, la médiation locale et la réouverture des services sociaux une démonstration plus large. Ils y lisent la capacité d'une société à se réorganiser lorsque les conditions minimales sont réunies. Cette lecture dépasse le seul cas national et alimente une réflexion comparative sur la résilience dans des contextes fragiles. Pour chacun de ces publics, 2 pistes d'attention se dégagent. D'abord, suivre les signaux concrets plutôt que les discours. Ensuite, observer la régularité plutôt que l'ampleur des changements. Ces repères permettent de rester lucide.
reconnaître les progrès réels sans ignorer les fragilités persistantes et comprendre que la trajectoire actuelle se joue autant dans la répétition quotidienne que dans les décisions visibles. L'étape suivante consiste à transformer les dynamiques observées en une trajectoire lisible, fondée sur des actions mesurables plutôt que sur des intentions générales. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la logique reste pragmatique. Chaque levier doit produire un effet vérifiable, même modeste. 5 axes permettent de structurer cette feuille de route sans créer de dépendance excessive. Le premier axe concerne la sécurisation continue des zones déjà stabilisées. Des équipes mixtes, associant forces de sécurité et relais civils, doivent maintenir une présence régulière. Le critère d'évaluation n'est pas l'intensité des opérations, mais la continuité quotidienne perçue par les habitants. Le deuxième axe vise la consolidation agricole ciblée. L'objectif n'est pas d'augmenter fortement les volumes, mais d'éviter toute rechute. La mesure clé reste la stabilité minimale des rendements sur une saison complète, rendue possible par l'entretien des puits, des canaux et l'accès constant aux semences. Le troisième axe porte sur la réactivation des services et services sociaux essentiels. Écoles et dispensaires n'ont pas besoin d'atteindre immédiatement leur capacité maximale. Leur valeur tient à la régularité des classes et des soins, semaine après semaine, sans interruption prolongée. Le quatrième axe concerne la médiation communautaire. Les retours simultanés de familles génèrent inévitablement des tensions. La réussite se mesure ici par la capacité à résoudre ces conflits localement, sans nouveaux déplacements. Enfin, le cinquième axe vise la circulation économique progressive. Le suivi des marchés hebdomadaires, plus que les volumes échangés, permet de vérifier si la reconstruction s'ancre réellement. En articulant ces 5 lignes, la trajectoire reste mesurable, ajustable et lisible. Elle ne promet pas une stabilité définitive, mais elle réduit le risque de rupture brutale en ancrant chaque progrès dans des pratiques répétées. Au terme de cette trajectoire, ce sont les scènes les plus simples qui donnent la mesure du changement. L'enseignante revenue ouvrir sa classe, malgré l'absence de certitude, et l'agriculteur, observant l'eau couler de nouveau dans un puits réparé, résume mieux que n'importe quel indicateur la nature du redressement. Sous Ibrahim Traoré, ces gestes ordinaires ne servent pas de symboles narratifs. Ils deviennent des points de référence concrets pour juger la solidité d'une transformation encore exposée. Le motif initial se rejoue ainsi, presque à l'identique. Un retour hésitant, puis une habitude fragile, enfin une continuité relative. Dans chaque village où un marché réapparaît, où une classe rouvre, la même logique est à l'œuvre. Rien n'est spectaculaire. Tout repose sur la répétition. Ce sont ces transitions discrètes qui transforment une survie fragmentée en une vie quotidienne de nouveau prévisible. La phrase qui condense cette dynamique tient en peu de mots. La reconstruction commence par un geste que l'on répète. Elle ne dépend ni d'un événement fondateur, ni d'une annonce centrale. Elle s'ancre dans des décisions modestes, prises jour après jour par des acteurs locaux qui évaluent constamment le risque avant d'avancer. Ce rappel émotionnel referme la boucle ouverte au début. Le redressement observé n'est ni une promesse abstraite, ni une certitude acquise. Il est une pratique. Tant que ces gestes continuent d'être répétés, la trajectoire tient. Lorsqu'ils s'interrompent, la fragilité réapparaît. C'est dans cet équilibre instable que se joue l'avenir immédiat. Ce parcours invite à dépasser une lecture événementielle pour adopter un regard plus attentif aux dynamiques lentes. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso ne se résume ni à une victoire, ni à un échec annoncé. Il s'agit d'un processus fragile, fait de continuité gagnée jour après jour, où la stabilité dépend moins de déclarations que de pratiques maintenues. Observer cette trajectoire, c'est accepter que le changement réel se manifeste souvent à bas bruit. Pour celles et ceux qui suivent l'actualité, l'enjeu n'est donc pas seulement de réagir au titre, mais de repérer les signes qui comptent vraiment. Les marchés fonctionnent-ils encore la semaine suivante? Les classes restent-elles ouvertes un mois plus tard? Les familles continuent-elles de revenir sans repartir aussitôt? Ces questions simples offrent un cadre plus fiable pour interpréter les Burkina Faso News que les fluctuations ponctuelles. Sous Ibrahim Traoré, cette dynamique reste ouverte,
sans garantie définitive. Elle dépend autant des décisions visibles que de la capacité collective à maintenir des routines ordinaires. Partager ces observations, les discuter, les confronter à d'autres contextes peut enrichir la compréhension commune. La réflexion reste donc volontairement ouverte dans d'autres sociétés confrontées à l'incertitude. Quels gestes répétés pourraient, eux aussi, devenir le socle d'une reconstruction durable ?